Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, membres de la filière, partenaires et membres d'Objectif Fibre. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé donc par la plateforme Objectif Fibre à l'occasion de l'enrichissement de son appli FTTH mode d'emploi avec le guide Objectif Fibre consacré au raccordement des locaux individuels neufs, donc dernier guide qui sera mis en ligne sur cette appli. Quelques mots d'introduction avant de rentrer dans le webinaire proprement dit. Objectif Fibre qui fédère la filière optique au travers de ses 5 fédérations membres, hein, à savoir FFIE, FFT, FIEC, Infranum et CERS, s'efforce depuis maintenant 16 ans de rassembler la filière autour d'un objectif commun, mobiliser les énergies et les compétences pour garantir un déploiement pérenne des infrastructures FTTH sur l'intégralité du territoire français, métropolitain et outre-mer. Les travaux de la plateforme sont désormais bien connus, hein, et s'articulent autour de 4 axes: recenser et diffuser les bonnes pratiques professionnelles, ces fameuses règles de l'art dont nous allons parler aujourd'hui, accompagner la filière de la formation dans l'élaboration de leur plateau technique et de leur offre de formation, veiller à ce que les travaux de normalisation soient en ligne avec les besoins opérationnels et communiquer sur les métiers de la fibre. Je voudrais rappeler quelques fondamentaux sur notre plateforme. Donc, Objectif Fibre est une plateforme collaborative et à ce titre s'attache à mener des travaux sur une base ouverte, neutre et consensuelle, afin de garantir la neutralité et la légitimité de ces travaux. Ces travaux se concentrent sur les aspects purement techniques, des déploiements des réseaux optiques et du raccordement des abonnés. Aujourd'hui, à l'heure où 80 pour 93 ou même 95% des locaux sont raccordables à la fibre, mais où il reste à raccorder près de 15 millions de locaux, et ce dans la perspective de l'arrêt du réseau cuivre, il nous a semblé important de rappeler à tous l'importance de maîtriser et d'appliquer les règles de l'art qui sont garantes d'un raccordement de qualité. Cette dernière étape est très importante parce que pour nos concitoyens, c'est la vitrine de la réussite du plan France Très Haut Débit. Et il est donc très important de réussir ce raccordement, de bien faire du premier coup. C'est dans cet objectif qu'a été créée l'application FTTH Mode d'emploi, qui est un outil digital mis à la disposition de la filière pour diffuser les bonnes pratiques. C'est un outil qu'on a voulu de terrain qui permet, lors de la réalisation du geste technique, de s'assurer qu'on suit bien les règles de l'art. Cet outil regroupe désormais la quasi-totalité du parc des locaux. Les locaux collectifs neufs, qui est le premier guide qui a été mis en ligne sur cette appli, les locaux existants dont le guide a été mis en ligne l'année dernière, et donc cette année, on complète cette appli avec les locaux résidentiels neufs. Cette appli FTTH Mode d'emploi reprend l'essence des guides des bonnes pratiques d'Objectif Fibre. Ça répond à un besoin de coller aux réalités de terrain et d'apporter aux équipes opérationnelles qui font le déploiement et le raccordement un outil supplémentaire, facile d'accès, réactif, ergonomique, en tout cas on l'espère, et surtout accessible en toutes circonstances. Comme toujours, je vous rappelle que les travaux d'Objectif Fibre sont en libre accès sur notre site web, objectif-fibre.fr. Alors, passé ces quelques mots d'introduction, je vais vous détailler l'agenda de cette matinée. Alors d'abord, nous aurons une allocation d'ouverture par monsieur Zakaria Alayan, membre du collège de l'ARCEP. ARCEP qui participe à nos travaux et qui les appuie depuis la création de la plateforme, et je les en remercie. Ensuite, nous aurons la présentation par Didier Caz, qui travaille au sein du groupe de travail bonne pratique de la plateforme, la présentation globale de cet outil digital de poche FTTH mode d'emploi. Ensuite, nous aurons une table ronde animée par Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, déléguée générale d'Ignes, une table ronde autour de l'usage de cet outil numérique par des représentants de la filière, et je laisserai Anne-Sophie présenter ses invités. Et puis nous finirons avec un regard croisé de 2 opérateurs d'infrastructure sur ces fameux outils digitaux de terrain. Voilà, pendant toute la durée du webinaire, vous pourrez poser vos questions et nous faire part de vos remarques dans l'espace chat. Nous essaierons d'y répondre soit en direct, soit ensuite. Avant de laisser la parole à monsieur Alayan, je voudrais d'abord remercier tous les contributeurs, hein, aux travaux de la plateforme et aux intervenants de ce webinaire. La richesse des travaux d'Objectif Fibre ne pourrait pas être celle qu'elle est sans ces contributions et sans cette mobilisation de la filière. Et je souhaite en particulier remercier Didier Caz, les agences Happiness et Agence 18 qui ont développé cette application, et les équipes DGT Bonne Pratique et Communication qui ont monté ce webinaire et qui vont l'animer. Voilà. Je vous rappelle que tous les guides Objectif Fibre sont de portée nationale, hein. Ils doivent être pris en compte et appliqués par l'intégralité des acteurs de notre système FTTH.
que ce soit le guide présenté aujourd'hui sous sa forme digitale ou tous ceux qui sont aujourd'hui mis en ligne sur le site, ils ont vocation à être le référentiel technique unique pour permettre d'avoir des déploiements, des raccordements de qualité, pérennes et qui vont assurer le bon fonctionnement de cette infrastructure qui, il ne faudra jamais l'oublier, est une infrastructure absolument essentielle à notre pays, encore plus avec l'arrêt annoncé du cuivre. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Je vous remercie de votre présence qui montre l'importance des travaux de notre plateforme. Zacharia, je vais vous laisser la parole et je vous remercie encore de votre présence pour ce webinaire. Très bien, écoutez, merci à tous. Alors j'espère que vous m'entendez tous très bien. Donc je m'appelle Zacharia Layan et je suis membre du collège de l'ARCEP, c'est qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Avant tout, je suis vraiment ravi d'être là et merci Marc de m'avoir invité à ce webinaire. Et alors pour reprendre un peu quelques-uns de tes termes, je pense qu'avant tout, nous pouvons être fiers du chemin parcouru dans le déploiement de la fibre. Au deuxième trimestre 2025, donc à fin juin 2025, 93% des locaux du territoire national étaient raccordables à la fibre, ce qui représente plus de 41 millions de locaux. Et 91% des locaux en zone d'initiative publique. Alors, s'agissant des abonnements et des raccordements, ce sont plus de 25 millions, c'est 25,7 millions d'abonnements fibre aujourd'hui que nous avons atteints, ce qui représente 79% des accès Internet fixes et 92% des accès Internet très haut débit fixes. Alors, comme l'a dit Marc, il reste encore une quinzaine de millions de locaux à rendre raccordables, même un peu plus, et je dirais même plus, il reste encore 3,3 millions de locaux à rendre raccordables. Donc, il reste des locaux à rendre raccordables, il reste énormément de locaux à raccorder, mais on peut collectivement être fier de ce qui est réalisé. Et tous ces efforts de chacun, bah, ce sont les vôtres, mais ce sont ceux de tous les acteurs du secteur, font que la France aujourd'hui est au premier rang des pays européens s'agissant de la fibre, tant en raccordement qu'en abonnement. Alors, maintenant qu'on a dit cela, tout ceci ne pourra être considéré comme un succès qu'à la condition de réussir la dernière étape du déploiement. Et la dernière étape du déploiement, c'est le raccordement. Le raccordement de l'usager est à la fois l'aboutissement des efforts de tous, c'est le dernier maillon de la chaîne du processus de déploiement, mais également et surtout l'étape la plus visible du grand public. Pourquoi? Parce que là, la fibre rentre dans les logements, rentre dans les foyers, et fatalement, nos concitoyens y portent un regard particulier parce on touche à leur patrimoine, on touche à leur patrimoine immobilier. Donc voilà, on rentre dans leur vie. En rendant le plan France Relais très concret auprès de nos concitoyens, le raccordement devient de fait le principal effort d'appréciation par le grand public. Et le raccordement devient donc ainsi un indicateur du succès du plan. Et donc, Marc, je m'associe absolument à ton appréciation. Le raccordement est un indicateur, sera de fait un indicateur du succès du plan. Alors, ceci est d'autant plus sensible que nous sommes entrés en phase d'arrêt technique des premiers lots du cuivre, voilà, qui vont s'échelonner jusqu'en 2030. Et surtout, alors, ce qu'on constate aussi à l'ARCEP, dans nos différents observatoires, c'est qu'une part de moins en moins négligeable de la population, alors c'est pas très nombreux pour l'instant, mais on voit que ça existe quand même, particulièrement sur une population jeune, semble se contenter d'un accès mobile à gros volume de data pour sa connexion fixe. Je ne dis pas que c'est un sujet d'inquiétude, mais c'est quand même un constat que l'on peut faire. Et fatalement, l'image de la fibre apparaît déterminante dans son appropriation par nos concitoyens. Et cette image, elle est directement liée, et ça vous avez compris mon propos, directement liée à la qualité de raccordement. Ça, c'est quasi mécanique. Et vous êtes comme moi, vous avez suivi la presse ces derniers mois et ces dernières années. On a quand même quelques situations qui ont, si je peux me permettre l'expression, un peu entaché tout le travail réalisé, tous les milliards investis et tout le temps consacré. Donc vous avez compris que, comme moi, qu'il y a un impératif de qualité. Et c'est pour ça que nous, ARCEP, nous nous sommes dotés de moyens de mesurer la qualité du service rendu à la population pour l'accès à Internet fixe au travers d'un observatoire de la qualité des réseaux fibres, dont la première édition date de 2 ans, date de juillet 2023. Évidemment, cet observatoire vise
notamment l'amélioration de la qualité des interventions des techniciens et des opérateurs commerciaux. Mais pas que. Il y a tout un champ de mesures, d'indicateurs mesurés, mais celui, évidemment, de l'intervention a sa place, est une place importante. Vous comprenez qu'aussi, il y a beaucoup de dialogue entre les acteurs du secteur, entre opérateurs d'infrastructure, opérateurs commerciaux, et l'ARCEP y contribue très largement. Je reconnais que nous constatons des améliorations, mais il reste encore à faire. Donc tout ça pour dire que il faut encore beaucoup d'énergie, il faut une attention particulière pour que définitivement il y ait une qualité permanente dans nos actions et crédibiliser toujours plus la fibre auprès de nos concitoyens. En fait, au final, la qualité des raccordements repose sur plusieurs éléments et notamment, si je peux en retenir quelques-uns, de fait, le matériel homologué, le choix du matériel homologué. Ça, je pense notamment aux câbles, mais pas seulement, mais fatalement, le choix du matériel détermine aussi la qualité du raccordement. Euh, la, la maîtrise du geste technique par des équipes bien formées contribue aussi, assez logiquement, mais ça, vous saurez mieux le dire que moi, à la qualité du raccordement. Et enfin, il me semble que l'usage de supports techniques définissant l'état de l'art, comme tous les guides produits par Objectif Fibre, viennent aussi contribuer très largement à la qualité des raccordements. Et c'est justement ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, voilà, les guides mis en place par Objectif Fibre. Et je tiens, à ce titre, à vous féliciter, à féliciter Objectif Fibre pour tout le travail réalisé depuis de nombreuses années, pour cette attention permanente à faire que le déploiement de la fibre, et particulièrement le raccordement, soit quelque chose de totalement maîtrisé par tous, sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y ait pas de distinction, de différenciation entre les territoires, et que tout le monde puisse s'approprier tous leurs outils. Alors, vous avez compris, nous, ARCEP, comme vous, Objectif Fibre, on vise la même cible. Et je retiens surtout que les outils que développe Objectif Fibre sont gratuits, sont accessibles à tous, ils sont évolutifs, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris les choses, et donc ils seront mécaniquement s'adapter aux utilisateurs, au retour utilisateurs, mais aussi peut-être à l'évolution de l'état de l'art. Alors, depuis de plusieurs années, donc, Objectif Film met à disposition de tous les acteurs du secteur ces guides. Je retiens les guides d'immeubles neufs et rénovés, le guide sur le parc de l'immobilier existant, celui des locaux individuels. Et tout cela vient aujourd'hui s'associer dans l'application, dans l'application smartphone qui fusionne donc l'ensemble de ces guides et qui par nature, et c'est comme ça que a présenté les choses Marc, qui peut être utilisée sur le terrain, c'est bien le sens d'une application, de cet outil, qu'elle doit être accessible partout, et je retiens aussi qu'elle peut être utilisée hors connexion, ce qui apparaît assez rationnel parce que l'intervention n'est pas de nos jours dans un environnement qui offre une très bonne connexion en termes de couverture mobile. Donc cet outil, ce nouvel outil est aujourd'hui toujours, voilà, avec cette nouvelle mise à jour, est fait pour vous, enfin, pour vous, installateur. Alors j'ai pu un tout petit peu le tester, alors attention, dans une certaine mesure, hein, je me suis quand même essayé d'apprécier la qualité des informations et la facilité d'accès. En tout cas, j'étais plutôt ravi que voilà, c'était facilement accessible. Et je retiens aussi qu'il y a un attachement particulier à la sécurité. Et j'y suis particulièrement sensible aussi. Et ça se voit dans le processus de parcours au sein de l'application. Et ça s'entend. Et vous comprendrez tous de manière naturelle qu'on ne peut envisager d'apporter la fibre à nos concitoyens. Ça ne peut pas s'envisager sans la sécurité de chacun des intervenants. On intervient dans un environnement des fois sensible, des fois critique. Malheureusement, il y a déjà eu des blessés et même des morts. Alors pas dans les raccordements, plutôt dans le déploiement, hein. Mais quand même, ça reste un univers qui peut présenter ses risques. C'est pour ça que cette sécurité, elle m'apparaît également particulièrement importante. Donc la filière a ainsi les moyens de toujours faire mieux, en tout cas grâce à tous ces guides. Et si les efforts de chacun se poursuivent, il me semble que rendre notre objectif commun d'infrastructure de qualité pour tous est à portée de main. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite surtout un excellent webinaire. Merci beaucoup, Zakaria, pour votre intervention. Bon, je vais pas vous paraphraser, hein. Effectivement, on suit les mêmes objectifs. Objectif Fibre travaille depuis sa création en bonne coordination avec l'ARCEP. Et effectivement, j'insiste beaucoup et je redis ce que vous avez dit, c'est que le raccordement, c'est la vitrine de notre filière. On doit être parfait, on doit être irréprochable, on doit faire bien du premier coup.
On a tous eu des bonnes et des mauvaises expériences. Alors pour être positif, moi je pourrais vous parler de la dernière expérience que j'ai eue où j'ai fait raccorder une maison très récemment. Ça s'est passé de façon parfaite, dans un délai tout à fait acceptable, dans le respect des règles de sécurité. Donc j'ai été très très agréablement surpris par cette intervention. Donc c'est possible et ça doit être la référence. Voilà, merci infiniment Zacharia. Alors on va passer au deuxième temps. Donc la présentation de l'appli par Didier qui va revenir sur l'intégralité de l'application, pas uniquement sur le dernier guide qui est présenté. Donc Didier, je te passe la parole et le temps de mettre les slides. Voilà, Didier. Merci à tous, merci Marc, et ravi de vous avoir une nouvelle fois tous ensemble. C'est un rendez-vous maintenant presque assez récurrent, et tant mieux, ça veut dire que ça marche bien depuis 15 ans en la matière de ce qu'on fait. Alors moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que je vais vous présenter plutôt l'appli, l'intérêt de l'appli comme tel. Pourquoi, et puis bon, enfin, on va essayer de regarder l'ensemble. Alors, cette appli, donc, FTTH mode d'emploi, l'outil 2.0, on aurait pu aller, je vais vous dire pourquoi on n'y est pas allé encore, au 3.0 de l'installateur FTTH. Déjà, le 2.0, c'est déjà pas mal. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur son smartphone, quel qu'il soit, ses tablettes. Vous savez que de plus en plus, l'intelligence artificielle, les applis un peu d'aide, de tutoriels, tout ça, tout ce qu'on peut trouver s'invite, disons, dans la mission opérationnelle. Où avant, on se retrouvait plutôt avec les mains dans le cambouis, avec pas toujours. Ben, on voit de plus en plus maintenant que chacun, et si vous avez vu vos installateurs, si vous avez vu les personnes qui sont venues chez vous, il y reste, enfin, sur l'ensemble de l'intervention, il y a toujours un moment où il se connecte, où il va se connecter parce qu'il doit interagir et tout ça. Et donc, ça me paraît important, c'est rentrer vraiment dans les mœurs. Alors, pourquoi tous ces outils s'invitent? D'abord, et notamment FTTH Mon Emploi, ça va permettre, disons, d'avoir un support technique de référence permanent. Et donc, on parlait déjà tout à l'heure de référentiel, on parlait de quelque chose de qualité, on parlait enfin, de tout ce qu'on aime de normatif et tout ça. Et donc, on va avoir un support de référence et qui va rester quand même très fidèle à ce que la norme impose. Les STAS, donc les spécifications techniques d'accès au réseau des opérateurs et tout ça, c'est quand même assez compliqué, hein, c'est pas si simple que ça, tout ça. Et donc, il est bon et de bon ton que de temps en temps, on entende et on regarde et qu'on vérifie si on est bien dans la lignée, même des prescriptions techniques du comité expert de la fibre, de l'ARCEP et tout ça. Alors, en même temps, ça doit répondre forcément aux exigences qualitatives. Et ouais, on parlait tout à l'heure, Zacharia parlait de quelques références malheureuses à ce qu'on a pu lire ou entendre dans la presse ou au JT de 13 heures. Et donc, c'est vrai que le côté qualitatif, c'est important. On parle aussi d'installation durable. Si on parle de ce bon vieux cuivre, je veux dire, il a bien tenu plus de 50 ans, 60 ans, et ça a marché, et on est encore, pour certains, on en est encore très ravis quoi, de l'avoir eu là-dessus. Donc, le réseau en fibre, tout neuf, ce réseau du 21e siècle, il faut qu'il dure, il faut qu'il aille loin, plus loin possible. Alors, répondre aux questions pratiques que se pose sur le terrain un technicien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'improviser. Et donc, moi, ça me paraît important que quelque part, de temps en temps, on retrouve un peu les références nécessaires pour être vraiment tout ça dans la lignée, peu importe le département, la région, la commune dans laquelle nous nous trouvons. Et puis ensuite, le fait, elle va vous servir un peu à contrôler la qualité de l'installation, du raccordement de manière systématique, de détecter les non-conformités en temps réel. Et ça, je pense que oui, passer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes parfois sur cette appli, ça permet de dire oui, je suis bien dans la ligne et tout ça. Et c'est assez important parce que la cible que nous adressons là, c'est pas forcément des personnes qui sont au courant et qui connaissent très bien l'installation du FTTH tel qu'on l'a vu avec les grands déploiements et là-dessus. Ça peut être la TPE, ça peut être
l'artisan du coin de rue, ça peut être là qui va travailler dans un immobilier neuf et qui forcément n'est pas un habitué de ces pratiques. Et donc ça c'est important. Donc slide suivant, s'il te plaît. Ça vient. Voilà, donc cette appli, elle s'enrichit. Le but, c'est que quand vous l'avez téléchargé une fois et que vous avez tout validé, eh bien, après, vous n'avez plus rien à faire, sauf quand on vous avertit que quelque part, il va y avoir une rubrique supplémentaire, une brique supplémentaire qui va se faire. Et c'est ce qui s'est fait au cours de ces 3 dernières années. Depuis 2022, on a rajouté des briques. La première brique, donc, comme vous l'avez vu là, FTTH Mode d'emploi, la brique du haut, c'était le collectif. La brique du milieu, c'était donc le raccordement client dans le parc ancien. Et il manquait donc cette brique liée proprement à, comment dirais-je, à l'immobilier individuel, que ça peut être professionnel ou pas, hein, ça peut être la boutique, ça peut être le garage du coin, ça peut être tout ça, comme ça peut être la maison individuelle. Restera pour l'instant un des guides qui avait été fait sur tout ce qui est professionnel, en gros, l'entreprise par elle-même. Et là, on aurait la complétude, en gros, de l'écosystème que nous adressons. Et donc, quand on arrive comme ça et qu'on avance et qu'on clique sur cet endroit-là, ben moi, j'ai rien eu à faire. Hein. C'est-à-dire que quelque part, hier, on a mis en ligne, ça a été mis en ligne hier. Et bien hier, moi, ma petite rubrique du bas, là où il y a écrit nouveau, elle s'est allumée. Et donc, j'ai pu cliquer dessus et j'ai atterri directement sur donc mon appli. Donc, elle s'enrichit, elle s'enrichira, j'espère encore. L'application, alors pourquoi celle-ci plus qu'une autre? Ça, c'est assez important quand même, parce qu'on se dit, bah ouais, mais bon, une de plus, et tout ça. Non. D'abord, Marc l'a dit déjà, c'est le fruit d'un travail collectif avec l'ensemble des représentants de la filière. C'est pas quelque chose que quelqu'un a cherché, à inventer, à préparer, à vous vendre. C'est que c'est toute la filière qui s'est réunie et qui a dit, ensemble, on va construire l'outil qu'on a besoin, pour nous. Et avec les plus et les moins peut-être, mais bon, il y a aussi beaucoup plus que de moins. Et donc, les points forts de l'appli, d'abord, elle est disponible en libre service sur le site d'Objectif Fibre. Elle peut être flashée peut-être si vous allez plus loin dans la démarche. Je fais appel au bureau d'études, aux opérateurs, et quelque part. Si vous incluez peut-être sur vos documents d'études, sur les études, sur les documents que vous pouvez donner, ou les ôter même, l'ordre de travail que vous donnez à votre technicien, si vous incluez un QR code pour pouvoir se connecter immédiatement si on ne l'a pas fait, pourquoi pas. Elle est agile, elle est simple, précise dans ses réponses, parce que voilà, celui qui l'a rédigé, il avait déjà rédigé le guide, donc quelque part il savait ce qu'il y avait dedans et qu'est-ce qu'il fallait y mettre. Et donc cet outil a été pensé pour une utilisation en situation réelle d'intervention. Ça c'est aussi important de voir ce côté-là tout de suite. Alors moi je dirais que c'est mieux qu'un DTU ou autre, c'est plutôt une notice de montage où elle dépasse le stade de la norme, elle va plus loin que la norme. Elle dit, là, tu devrais t'y prendre comme ça, tu devrais faire ceci ou faire cela. Et ça, c'est assez important aussi, quand même, en matière d'accompagnement de populations qui ne sont pas habituées à travailler avec ce sujet-là, qui est la fibre optique, et tel que attendu par l'opérateur avant toute mise en service. Alors, ça permet de lever les doutes. Voilà. Son contenu est conforme au STAS des opérateurs, aussi bien d'infrastructures que commerciaux, et qui sont partenaires d'Objectif Fibre. Ça, c'est important. Alors, elle permet un peu de faire une forme d'autocontrôle au fil de l'eau, c'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fait du bout en bout les différentes tâches, est-ce que tout est bien installé? Alors, bon, ça c'est, voilà, hein, pour l'instant, elle met pas une alarme si vous, ça oblige pas de checker chaque situation, mais pourquoi pas, ça aurait pu, on aurait pu aller plus là-dessus, avec une centaine d'heures de plus, on aurait pu peut-être développer quelque chose où chaque fois qu'on avancerait, il faudrait checker, ça nous ouvrirait la phase. Moi, j'ai plein d'idées hein, sur le sujet. Bon, on peut faire. Donc, c'est une accessibilité permanente à tous. D'abord, tout lieu et tout moment.
Pourquoi? Parce que quand on est dans le troisième sous-sol, parfois on n'a pas de connexion directe. Et donc, il vaut mieux l'avoir déjà intégré. Et enfin, c'est la fin de toute incertitude, un moment attendu. Voilà, donc slide suivant. Donc, pourquoi celle-là, plus qu'une autre? Alors, par contre, il y a une première mise en main à faire. D'abord, elle a été développée pour smartphone, quel qu'elle soit, hein, aussi bien ceux qui valent 100 € que ceux qui en valent 2000, peu importe, et tablettes, donc je ne citerai pas de marque. Et donc ensuite, accessible même en absence de réseau mobile. Donc ça, c'était une des priorités. Alors bon, pour les accros au Play Store, pas de bol, elle n'est pas disponible sur le Play Store. Bon voilà, c'est une question voilà, de moyens, de mise en œuvre. C'est une appli gratuite. Ce serait une appli sponsorisée par quelqu'un, bah, peut-être qu'on aurait pu la mettre sur un Play Store et tout ça, payer un lambda. C'est pas le cas, c'est gratuit, donc on peut pas non plus faire plus là-dessus. Donc, en gros, on appelle ça une appli. Pour certains, les puristes, ils vont dire, mais non, c'est pas une appli. Donc là, bon, en effet, on prend un lien URL et on le transforme en une application mobile derrière. Bon, voilà. Donc, c'est pas une bidouille, hein, c'est quelque chose qui marche bien, qui est très utilisé aussi dans le milieu. Mais bon, ça, voilà, c'est peut-être moins fun que ceux qui vont aller directement chercher dans leur Play Store. Bon, peut-être un jour. Un mode opératoire pour télécharger, donc vous avez ça sur le site d'Objectif Fibre, voilà, .fr. Vous y allez dessus. C'est intéressant parce que vous allez y retrouver un tutoriel, c'est accompagné et qui va vous présenter un petit peu euh, pour- comment la télécharger, si vous ne l'avez pas téléchargée, et puis ensuite, bon voilà, dans lequel vous allez retrouver toute la procédure de monde opératoire. Il y a aussi un petit film. Bon voilà, vous allez même sur Google, et puis sur Google, vous allez pouvoir télécharger le bon lien qui va vous amener directement à pouvoir télécharger. Et il y a quelques petites manips de la première mise en main, c'est-à-dire que quand vous devez, au moins la première fois, ben, faire tout le circuit, l'ensemble, parce qu'il y a un ou deux endroits où il faut checker, où il faut dire j'accepte, si vous voulez que ça soit complet. Bon voilà, donc il faut l'avoir vu dans son intégralité au moins une fois. Et le slide, le dernier peut-être. Voilà, le dernier. Voilà, donc dès aujourd'hui, je ne vais pas un seller. Si vous ne l'avez pas téléchargé, il faut que vous la téléchargiez. Vous allez sur le site Objectif, vous regardez la présentation de l'application mode d'emploi sur YouTube aussi. On l'a fait il y a 3 ans, mais elle est toujours d'actualité. On l'a fait en plus en conditions réelles chez un installateur de renom en banlieue parisienne. Pour installer ensuite votre application, il faut transformer le lien donc en URL et URL donc et en application mobile suivant le mode opératoire. Vous retrouvez ce mode opératoire directement sur le site. Et si bon vous n'êtes pas familier de tout ça, ben, regardez d'abord le tuto, installer FTTH mode d'emploi. Et normalement, on assure quand même le service après-vente. Donc, si vous avez un problème, vous nous envoyez un mail à contact et on vous répondra justement ou on fera une prise en main de la situation. Marc répond toujours hein, à toute sollicitation. Et là, donc, je pense que j'ai fini. Eh ben oui, regardez, moi quand je clique dessus, vous voyez, il y a déjà plein de petits FTTH mode d'emploi parmi mes icônes déjà présentes. Voilà, donc vous avez votre application. J'ai été donc, merci, j'étais heureux de pouvoir vous présenter. J'espère vous avoir donné envie de la télécharger. Mais en tout cas, vous voyez, c'est pas un roman à l'eau de rose, hein, c'est vraiment un fleuve qui mérite de s'agrandir et donc je pense, j'espère qu'on en rajoutera encore prochainement de nouvelles petites rivières pour que ce soit encore l'outil 2.0 de tout le monde. C'est-à-dire dans la caisse outil, il n'y a pas que des clés et des tournevis ou un réflectomètre. Il y a aussi maintenant, obligatoirement, le FTTH mode d'emploi. Merci beaucoup Didier pour avoir rappelé les principes et les ambitions de l'appli.
je voudrais rappeler une ou deux choses ou compléter ton propos. Cette version digitale des guides reprend l'essence des guides que les plus anciens d'entre vous connaissent, donc qui sont les guides originaux qui sont téléchargeables sur la plateforme, sur le site web Objectif Fibre. Simplement, ce qu'on a voulu faire avec cette appli, c'est vraiment se concentrer sur les aspects pratico-pratiques. Donc, on ne parle que de mise en œuvre dans ces guides et d'aspect sécurité, hein, Didier l'a rappelé. On rappelle, et Zacharia l'a rappelé aussi, on rappelle tous les prérequis indispensables pour travailler en bonne sécurité. Ensuite, l'appli s'attache principalement au matériel, à la mise en œuvre et à la recette. Il y a des liens dans les différentes guides qui renvoient sur le site, sur le guide mère, si j'ose dire, en cas de questions supplémentaires. Mais voilà, prenez cette appli FTTH mode d'emploi et les guides qu'elle contient comme la substantifique moelle des guides PDF téléchargeables. C'est ça qui c'est très important. Vous y retrouverez l'essentiel des guides disponibles sur le site. Voilà, merci beaucoup Didier pour tout le travail qui a été fait et merci aussi aux agences qui ont mis en œuvre ces guides sur leur format digital sous ton contrôle avisé et permanent. Donc une fois qu'on a rappelé ça, troisième temps du webinaire, on a souhaité recueillir un peu les retours sur cette appli et plus généralement sur les outils digitaux. Et donc, c'est l'objet de la table ronde que va animer Anne-Sophie. Alors, je vais très rapidement... Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, pardon. Voilà. Donc, Anne-Sophie, je vais te laisser la parole. Juste, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont accepté de se prêter à ce jeu et je te donne la parole, Anne-Sophie. Merci, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, effectivement, on va continuer ce webinaire Objectif Fibre en donnant la parole aux acteurs de la filière afin qu'ils nous partagent leur regard terrain sur la place qu'occupent les guides Objectif Fibre dans leur quotidien, dans leur métier, avec une mention tout à fait particulière pour le dernier né qui est notre application FTTH mode d'emploi. Alors, pour nourrir cette réflexion ce matin, le panel d'intervenants que je vous propose de découvrir. Donc, nous avons Arnaud Alexandre, qui est responsable des courants faibles au Consuel. Consuel, organisme chargé des attestations de conformité au respect des prescriptions réglementaires et de sécurité des installations électriques, comme tout à chacun le sait. Nous avons ensuite Jérémy Escaro, donc, qui est associé gérant de Horizon, une société créée en 2017, basée à Perpignan, qui compte une quarantaine de collaborateurs et qui accompagne notamment les aménageurs sur les sujets de pré-câblage. J'ai ensuite Paulo Gomez, qui va être référent méthode CFO-CFA et nouvelles technologies à la SNI, entreprise d'installation courant fort, courant faible, présente principalement en Île-de-France et qui réalise entre 8 à 9 000 logements par an neufs. Ensuite, un peu de féminité dans cette conférence avec Nathalie Lazaré, qui est effectivement adjointe au DGS, responsable du service ressources à la fibre 64, donc un syndicat mixte qui a pour compétence la communication électronique, le développement des usages et les services numériques. 25 collaborateurs sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, avec un territoire qui compte notamment 3 organismes de formation labellisés Objectif Fibre. Et pour finir ce panel, Julien Serry, qui est donc délégué national aux affaires techniques du pôle Habitat de la FFB, une fédération qui avait notamment co-signé, préfacé le guide logement individuel neuf. Alors, ma première question collective va être pour ce panel sur finalement comment vous utilisez les guides Objectif Fibre. Et s'il vous plaît, on veut des exemples concrets. Et la parole va être à Jérémy Escaro pour commencer sur tour de table. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Donc nous, comment on l'utilise? Eh bien, on utilise ces guides au quotidien. Alors, on en est fier puisqu'on est aussi rédacteur de ces guides. Au quotidien, ça va être comment on va pouvoir accompagner les promoteurs et les aménageurs. Qui fait quoi, à quel moment? Par exemple, on l'a utilisé pour un aménageur pour la partie D3, où on l'utilise aussi régulièrement sur la partie tableau de communication.
l'espace qu'il faut dans les tableaux, comment évoluent les bonnes pratiques, en fait. Voilà. Super, on continue le tour de table avec Julien Seri. Bah, dans le prolongement du propos de Monsieur Escaro, effectivement, nous aussi, hein, on s'en sert comme outil qu'on diffuse à nos adhérents. Nous, on est un peu la courroie de transmission entre ce genre de travaux et nos adhérents qui sont, même si tu l'as rappelé Anne-Sophie, des constructeurs, des promoteurs, des aménageurs. Avoir un guide de ce type-là avec le qui fait quoi, c'est vraiment indispensable. Et surtout, nous, on répète chaque année un petit peu le discours parce qu'on se rend compte que la pédagogie, c'est aussi de répéter beaucoup de fois les choses. Et donc, on remet à jour à chaque fois nos notes internes, notre diffusion de guides. Et avoir, comme je le disais, ce contenu de guide, c'est hyper intéressant parce que, petite statistique, 80% des litiges chez nous dans le bâtiment, c'est les interfaces entre les acteurs, entre les corps d'État. Donc à partir du moment où on a un guide qui dit explicitement qui fait quoi et surtout à quel moment, nous, c'est vraiment un outil hyper intéressant pour nos adhérents qu'on a plaisir à diffuser. Merci Julien, on continue avec Paulo Gomez. Bonjour, merci pour cette invitation. Nous, au sein de notre entreprise de la SNI, on a participé aussi à Objectif Fibre. Objectif Fibre, l'application en elle-même, en interne, on ne s'en sert pas, mais on se sert de l'application. On se sert de l'application pour nos guides internes. On a des guides internes au sein de la société et ce qui nous est utile. Objectif Fibre nous permet aussi de nous, par rapport à nos clients, s'ils ont des questions particulières, on peut revenir sur Objectif Fibre et leur dire, par rapport à l'application, on a certaines choses qu'on peut se défendre par rapport à eux. Un outil de dialogue entre les professions, c'est ce qui ressort. Arnaud Alexandre, encore quelques idées sur cet usage et des exemples? Bonjour à tous. Pour moi, les guides Objectif Fibre, ce sont les règles de l'art. Personnellement, je les utilise comme référence pour répondre à différentes questions que je peux avoir, apporter des renseignements, vérifier une cohérence d'études. La référence reste Objectif Fibre, donc pour moi, c'est vraiment une source fiable, validée par l'ensemble de la profession, gratuite, illustrée, et qui intègre également les textes réglementaires. Et je fais bien le distinguo avec FTTH Mode d'emploi, qui lui est vraiment un outil que j'ai toujours dans la poche lorsque je suis en déplacement ou en réunion. Et par exemple, quand j'ai un bailleur qui me pose une question sur une qualité de mise en œuvre, je peux directement lui répondre et lui montrer ce qui est correctement fait de ce qui ne l'est pas. Je n'ai pas besoin d'ordinateur. Et je sais en plus, sur cette application, le gros avantage, c'est qu'il y a le bouton « En savoir plus » qui me renvoie vers les différentes pages du guide Objectif Fibre qui détaillent les cas en question. Donc, je peux montrer de façon simple quelque chose et je peux rentrer beaucoup plus dans le détail juste en appuyant sur un bouton. Donc ça, c'est vraiment très, très pratique. Et il y a aussi toute cette partie liée au réseau numérique du logement qui est intégrée au sein du guide Objectif Fibre, et ce qui permet vraiment de détailler la prestation pour permettre d'exploiter pleinement la puissance de la fibre. Donc moi, personnellement, je le considère comme un outil qui est vraiment concret. Je le touche, je le vois. Il est accessible parce qu'il est correctement rédigé, il se comprend, il se lit. Et vraiment, je le trouve très, très utile pour tout ce qui va être échange sur le terrain. Et je reviens toujours, hein, nous, notre cœur de métier, c'est la pérennité des installations. Et je pense que vraiment, cet outil permet vraiment d'aider à la compréhension globale de cet univers de la fibre optique. Merci. Alors, on finit ce tour de table avec vous, Nathalie Lazaret. Du coup, comment vous l'utilisez? Quels exemples pour la fibre 64? Alors, nous l'utilisons à double titre. Nous l'utilisons en interne, en complément de nos propres stages. Je rejoins Arnaud, hein, c'est les règles de l'art. Et au même titre qu'on peut utiliser, par exemple, le manuel du chef de chantier. On l'utilise aussi, donc, outre la ressource interne, en le mettant à disposition de notre territoire et des acteurs du territoire. Alors, Objectif Fibre, les guides, mais aussi également l'application que Didier vient de présenter, au moyen du site Profession Télécom, qui est un site internet que nous avons créé à destination de tous les acteurs du territoire. On y a toute une partie ressources, donc les guides sont à disposition, ainsi que Didier, le flashcode pour les raccordeurs. Et nous avons créé aussi une académie du raccordement pour les raccordeurs. Et là,
On cible tout particulièrement l'appli et la mise à jour de l'appli, puisque nous avions des formations actions pour les raccordeurs du territoire. C'est un dispositif qu'on a créé avec les 3 opérateurs d'infrastructure du territoire, Axione, XP Fibre et Orange. Et donc voilà, les guides Objectif Fibre et tous les produits Objectif Fibre notamment, et je pense, j'associe également le Credo et tous les travaux du Credo et ceux de NCT sont mis à disposition sur ces 2 outils. Voilà. Merci. Alors, on vient de voir en fait que ces guides Objectif Fibre clairement constituent une référence indéniable technique majeure. Alors, référence légale, pour répondre à la question du chat, ça va dépendre de ce que vous mettez dans vos contrats, je pense. Mais on voit que vraiment les professionnels s'appuient sur ces éléments, soit de manière directe, soit de manière indirecte, finalement, en s'en inspirant pour leurs propres règles. Il joue aussi un rôle central dans les échanges interprofessionnels, dont utilement Julien Serry nous rappelait qu'effectivement ces échanges interprofessionnels, c'était la cause numéro 1 des litiges en cas d'absence. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point, Nathalie Larazé? Oui, vous avez absolument raison, Anne-Sophie. Je crois que la compréhension en fait des missions, des contraintes de chacun, c'est primordial. Chaque action est complémentaire. Marc disait tout à l'heure que le raccordement, c'était la vitrine, mais un raccordement n'a pas de sens sans tout ce qui se fait avant. Donc oui, les guides servent de support, c'est un lien entre chaque et le dialogue des acteurs est essentiel, ainsi que la mobilisation de tous, en fait. S'il n'y a pas une prise de conscience qu'un réseau est unique, que les règles se partagent, ça ne marche pas. Et l'interrelationnel rend plus compliqué, en fait, je vais être provocatrice, mais de la casse. Il est plus difficile de casser un PM ou d'aller piquer la place du voisin quand on connaît le voisin. Donc le fait que les intervenants entre opérateurs, entre FAI, donc les sous-traitants des FAI, se connaissent et connaissent les opérateurs d'infrastructure rend beaucoup plus respectueux et le geste technique et les infrastructures. Donc le dialogue et la connaissance de chacun, pour nous, sur le 64, on n'y voit qu'une clé du succès et de la résilience des réseaux. En tout cas, une contribution pour la résilience des réseaux. Merci beaucoup. Donc, règles de l'art, mais aussi relations humaines pour la qualité. On va amorcer tous collectivement nos réflexions sur la projection de l'année 2026, sur la structuration de nos futurs plans d'action. Et donc, on voulait vous interroger sur effectivement quelles seraient vos recommandations de priorité pour Objectif Fibre et nos travaux, bien sûr, en conservant ce fil conducteur qui est le socle de notre engagement, à savoir la recherche constante de la qualité. Je vais commencer à nouveau avec vous, Jérémy Escarot, sur cette question de qu'est-ce que vous aimeriez pour 2026 qu'Objectif Fibre fasse. Alors, je ne vous ai pas présenté, mais je suis accompagné de Jonathan, qui est le lien entre nos clients et Horizon. Jonathan s'occupe à la responsabilité de cette activité. Et donc, par rapport à ce que l'on peut constater comme remontée de nos clients, on diffuse pas mal de newsletters assez régulièrement pour nos clients, les informer de, comme je disais tout à l'heure, qui fait quoi, à quel moment, les limites des enjeux de chacun. Parce qu'en face de nous, on a des gens qui ne connaissent pas tout l'envers du décor. Donc, je pense que des fiches ciblées sur des points vraiment précis, un peu comme on fait sur nos newsletters, serait intéressant à développer. Il y a tellement d'informations dans le guide que c'est vrai que ça peut-être être intéressant de travailler des points spécifiques. Parfait, on continue avec Paulo Gomez sur la même question.
excusez-moi. Par rapport à l'idée des fiches, je pense que c'est une bonne idée. Pour ma part, elle serait plus visée par rapport au promoteur, pour savoir qu'est-ce qu'on doit sur le promo, qu'est-ce qu'on lui doit, qu'est-ce qu'on lui doit pas, et pourquoi on lui chiffre ceci ou cela selon nos activités. Parce que des fois, ils sont un petit peu perdus par rapport à ces points-là. Super, alors du coup, on Ouais. va passer la parole à Julien. Est-ce que Non, aussi, mais je partage. vous êtes preneur de fiches? Oui, je partage l'idée. En fait, sur la version du guide résidentiel neuf, c'est ce qu'on a fait, nous, en interne, parce que on s'est dit que peut-être nos adhérents n'allaient pas lire les 250 pages du guide. Donc, on a essayé de se mettre dans les chaussures de l'aménageur, du constructeur, du promoteur, qui sont 3 métiers différents, même si à la base, in fine, c'est toujours des gens qui créent des logements. Il y a des fonctionnements un peu différents suivant les métiers. Donc, on a essayé là aussi comme ça a été dit, de cibler assez, on va dire, personnellement en termes de métier, les différentes dispositions du guide. Un exemple aussi là-dessus. Moi, je représente aussi les constructeurs de maisons individuelles qui travaillent en contrat de construction de maisons individuelles, qui est une contrainte qui fait qu'en fait, dès qu'on a signé le contrat, nous, avec le client, on est à prix ferme et définitif. Et le délai est ferme et définitif également. C'est-à-dire que s'il y a du retard ou s'il y a un chiffrage qui est mal fait, la plus-value, elle prend sur notre marge. Donc, avoir des outils qui nous permettent de chiffrer le plus tôt possible et le plus précisément possible ce qu'on va facturer derrière au client, que ce soit à sa charge ou pas derrière, c'est indispensable pour nous. Donc, avoir un ciblage vraiment par métier, justement très, très ciblé, je pense que c'est une idée très, très intéressante. Merci Julien. Nathalie, Jérémy évoquaient là quelques minutes l'idée de cette animation aussi plus régulière d'Objectif Fibre. Est-ce que vous partagez ce besoin? Et au-delà de la diffusion finalement des supports papier et numériques, pensez-vous pas qu'il est aussi essentiel d'avoir cette animation pour effectivement s'approprier ces enjeux de qualité? Si, absolument. C'est-à-dire que, il y a le guide, qui peut paraître pour certains assez dogmatique et puis il y a la pratique. Donc sur notre, territoire, le syndicat, en collaboration avec le département et les EPCI du territoire, ont mené, je pense à 2 types d'actions pour vulgariser, le réseau. Parce que non, c'est pas tout à fait, naturel de comprendre le fonctionnement d'un réseau fibre et au-delà de ça, les compétences nécessaires pour y accéder. Donc, on a déjà amené l'ensemble des prescripteurs de l'emploi sur les plateaux, de formation qui sont labellisés Objectif Fibre. Donc il y en a 3. Donc on a pris, les prescripteurs, de Pôle emploi, du département des Pyrénées-Atlantiques, des missions locales et puis on les a mis en situation pour qu'ils comprennent quels gestes techniques étaient attendus et du coup, quel était le besoin de profil qu'on avait, qu'on souhaitait, dont on avait besoin, enfin en tout cas, quand je parle de on, c'est les acteurs du territoire. Le deuxième temps, c'est qu'on a noué une collaboration à 2 reprises avec le Credo. On a fait venir le bus pédagogique du Credo sur le territoire, sur des événements grand public, en expliquant, démystifiant en fait ce qu'était un réseau FTTH et notamment avec cette vocation d'amener tout le monde vers le FTTH avec les échéances qui sont les nôtres. Et ces 2 temps pédagogiques, malgré tout, ont eu d'excellents retours et ont amené les gens, je crois, à s'intéresser à la fibre dans toutes ses composantes et ça contribue également à rassurer les gens. Merci. En introduction, Zakaria Alayan évoquait aussi l'enjeu d'embarquer finalement les Français dans cette utilisation de la fibre. Julien, comment vous pensez que c'est une cible, ce grand public, Objectif Fibre devrait aussi alimenter? Je pense qu'on devrait y réfléchir effectivement parce que je pense que le grand public n'est pas encore totalement acquis au fonctionnement du réseau de communication en général. Et dans son propos introductif, M. Alayan parlait de la perception de la qualité, si j'ai bien entendu le propos, et c'est un sujet vachement intéressant. Pour vous donner là aussi un retour d'expérience, nous, on passe notre temps en tant que constructeur ou promoteur ou aménageur à devoir
rassurer le client. Bon, ce qui est un peu normal parce que c'est des investissements à plusieurs centaines de milliers d'euros sur les projets de résidentiel neuf. Mais du coup, je pense que c'est aussi notre rôle de montrer de la qualité, de montrer que tout ça est en mouvement, tout ça est un process qui n'est pas simple, mais qui marche très bien. Et en fait, c'est ça, nous, nos clients, ils passent entre les mains d'un commercial, puis d'un conducteur de travaux, et on est constamment, comme je vous disais, en train d'essayer de le rassurer, de lui dire à quel moment il faut faire ça, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Et donc, avoir une communication grand public sur, quelque part, le mettre aussi dans le qui fait quoi et à quel moment, parce qu'il a un rôle, surtout dans la construction de maisons, encore une fois, hein, qui est très important. Sur compléter son dossier, envoyer les bonnes pièces au bon moment. Je pense que c'est un axe qui peut être intéressant à développer. Ouais. Merci. Alors, on vient de voir hein, quelques attentes finalement sur des formats à partir de ce contenu finalement qui est là, mais finalement de le rendre plus accessible peut-être avec des fiches qui pourraient se décloner en fonction des publics visés, promoteurs, grand public, être accompagné aussi d'une animation peut-être plus régulière parce que les règles de l'art c'est bien, mais il faut aussi connaître les autres et toucher du doigt finalement les enjeux pour mieux comprendre le geste de l'autre. À ce titre, est-ce que il y a aussi des enjeux autour finalement peut-être de nouveaux sujets à traiter? Et donc c'est là-dessus que je voulais refaire une dernière table ronde, un dernier tour d'horizon avec vous sur finalement est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui émergent qui ne seraient pas forcément pleinement traités dans Objectif Fibre ou peut-être insuffisamment mis en avant dans ces enjeux. Et on commence peut-être avec Jérémy. Les nouveaux sujets, pour nous, on aurait peut-être identifié deux choses. C'est se mettre autour de la table avec les acteurs et les opérateurs et les collectivités et essayer d'uniformiser les rendus et les attendus de tout le monde. Parce qu'on s'aperçoit que souvent les opérateurs ou suivant les départements, les documents demandés sont différents. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour les faiseurs de comprendre un peu les attendus. Et ensuite, le deuxième point serait pour nous en tant qu'installateur ou personne qui apportons le conseil auprès de nos clients, c'est d'essayer pareil de sortir un peu peut-être un label ou quelque chose qui permettrait de distinguer les personnes qui font bien et les personnes qui font moins bien, parce que sur le métier, on a des gens qui pensent bien faire et puis on passe derrière souvent remettre en état des choses qui sont mal faites, pas dans les règles de l'art en tout cas. Et du coup, le client final est lésé puisque souvent il a payé la prestation deux fois. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est le délai de raccordement. Souvent, on laisse des personnes sans fibre sur les projets. Merci beaucoup. Peut-être Nathalie pour continuer sur ces besoins. Oui, alors peut-être un petit clin d'œil à Jérémy. Je suis en totale adéquation avec ce que tu viens de dire, sachant que nous, notre territoire, on essaye de promouvoir le certificat d'aptitude au raccordement, qui est cette idée de labellisation à titre expérimental des raccordeurs, et on fait ce travail-là en partenariat avec l'ARCEP, la NCT et l'ensemble du réseau. Le partage d'informations, je pense qu'il faut vraiment travailler sur le partage et la transmission d'informations, et je pense notamment, alors c'est pas nouveau, hein, mais au rapport d'intervention. Le rapport d'intervention, surtout quand il y a un chaos, il est primordial pour passer la main, en fait. Pour passer la main au collègue qui arrivera derrière, prendre soin, finalement, préserver l'usager, le réseau et donc les collègues. Donc, cette transmission d'informations qui est totalement hétérogène en fonction des entreprises, des FAI, voire des OI, pour moi, c'est primordial. Bosser là-dessus, essayer d'homogénéiser les choses. Parfait, on continue toujours ce tour d'horizon sur éventuellement des nouveaux points, des nouveaux sujets avec Polo Gomez.
De notre côté, c'est sur l'exploitation, la vie quotidienne des réseaux. On se rend compte dans le bâtiment neuf, nous, on fait nos colonnes, on les livre à nos clients. Une fois livrés, c'est les opérateurs qui prennent la main. Généralement, on se rend compte que nos clients ont des réserves comme quoi ils n'ont pas le réseau chez eux et on se rend compte que les colonnes sont relativement saccagées. Sachant que nous, dans nos logements, quand on a le réseau, on fait quand même des tests RJ45, on fait des tests fibres au niveau des colonnes, on fournit des rapports et on se rend compte que les colonnes sont généralement saccagées, les armoires sont saccagées aussi. Et ça, c'est une règle de pratique qu'il faudrait mettre en place pour éviter tout débordement. Merci Arnaud. Ton micro est coupé, Arnaud. Faut que tu remettes le micro. Hop là, pardon. Alors moi, je voyais plus le guide objectif fibre comme quel usage je peux faire de la fibre finalement. Parce que là, on parle beaucoup de raccordement, mais une fois que je suis raccordé, qu'est-ce que je peux en faire? Peut-être des fiches pratiques qui peuvent partir de l'usage que je peux en faire. Parce qu'on est dans un monde qui s'électrifie très vite. On a beaucoup d'usages qui commencent à apparaître. On ne sait pas forcément les utiliser, comme l'IRVE avec les véhicules to grid, où je vais devoir faire du pilotage des énergies, donc des systèmes communicants. Finalement, comment ça fonctionne? Comment je peux avoir un système communicant périn qui fonctionne vraiment dans le temps et pas juste pendant 5 ans, 5-6 ans et puis après, il faut changer de technologie. On peut partir aussi de tout ce qui va être gestion des énergies via, par exemple, l'IoT des thermostats connectés aussi, où je peux avoir des systèmes un peu en hybridation, ou pour me connecter au monde extérieur, je vais utiliser la fibre. Pour faire mes raccordements dans ma maison, je vais partir sur mon réseau RJ45 et quitte à faire du Wi-Fi câblé et autres pour justement faire communiquer mes différents objets connectés. Ça peut passer aussi par la TNT avec le HBB-TV où je peux avoir accès à la TNT et accès aux chaînes. C'est le bon usage des tableaux de communication. Donc voilà un peu des fiches pratiques qui permettent finalement de pouvoir exploiter pleinement la fibre pour ce qu'elle est, à savoir de la puissance et de la fiabilité et de la stabilité. Et voilà, je pense que ça peut être quelque chose qui serait pas mal. Merci Arnaud. Effectivement, on peut imaginer que le grand public, c'est à partir de son usage qu'il va se poser la question du réseau. Et donc, remonter à partir de l'usage final est peut-être une bonne idée aussi. Julien, sur ce point? C'est sur ce point moi, que je voulais insister. Et comme je passe en dernier, je ne vais pas être très, très original. Je rejoins quand même quasiment tous les propos qui ont été tenus, notamment déjà sur la première chose sur l'uniformisation des pratiques et des rendus. C'est vrai que avoir l'impression de faire un prototype à chaque fois qu'on construit un bâtiment, c'est pas vrai que pour le raccordement à la fibre, vous me direz, mais ce serait pas mal qu'on améliore ce point-là. Ensuite, même si on en a déjà parlé, on a un sujet de sensibilisation du grand public. Depuis l'installation, l'utilisation et l'entretien de la fibre. Et puis moi, le sujet effectivement sur lequel peut-être ça serait intéressant qu'on travaille, c'est celui que tu évoquais, Anne-Sophie, c'est les nouveaux usages. Essayer de les suivre. On a une clientèle, nous, dans la construction de maisons ou dans la promotion immobilière qui évolue. Les usages évoluent aussi très vite. Le télétravail a eu un boom, puis un petit effondrement. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Le véhicule électrique, aujourd'hui, on va dire qu'on a un peu du mal à le vendre en base dans nos maisons, mais il y a bien un moment donné, quand on voit que toutes les technologies aujourd'hui sont à disposition par nos partenaires industriels, il y a bien un moment donné où tout ça va prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et donc, il faut être prêt à ces évolutions d'usage et ces évolutions de clientèle que nous, on voit, malheureusement à cause de la crise du logement, mais dans le logement neuf, ça évolue à des rythmes un peu différents. On ne peut pas dire que ça évolue vite, mais en tout cas, ça évolue et ça serait bien qu'on arrive à suivre, même si c'est compliqué, ces évolutions, voire à les anticiper. Merci Julien. Écoutez, c'était le moment des questions sur le fil, mais vraisemblablement, on n'en a pas pour l'instant. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Alors, les bureaux d'études devront se conformer aux recommandations du guide Objectif pour la conception et la réalisation des SCTH intégrés dans leur CCTP. Donc, ça, c'est plutôt une bonne pratique, on va dire. Bon, je pense qu'écoutez, il n'y a pas de questions particulières. Je vous propose du coup, s'il n'y en a pas, de passer une dernière petite phrase à nos intervenants en guide de conclusion, et puis peut-être en commençant par Julien.
Pardon, non, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, non, mais écoutez, merci encore pour l'invitation. Nous, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les différents acteurs. Ces guides sont un prétexte en fait aussi pour communiquer ensemble et il faut continuer et, euh, et aller de l'avant. Nathalie? Je rejoins ce que vient de dire Julien. Un merci à Objectif Fibre, à la filière et puis au-delà de ça, à tous les acteurs et notamment ceux de notre territoire. Je crois que la fédération de tout le monde pour la bonne cause, si je peux dire, et en fait pour même les bonnes causes est indispensable. On a de la chance d'avoir un terrain de jeu extrêmement actif, extrêmement évolutif. Voilà, le cadre est malgré tout nécessaire et c'est l'affaire de tous. Donc, merci à tous de la collaboration qui est la nôtre. Alors, Paulo Gomez, un petit dernier mot pour cette première avec nous? Merci pour votre collaboration. Après, c'est une petite première pour moi et je suis quand même un petit peu, je vais le dire, un petit peu stressé par rapport à ça. Le guide Objectif Fibre dans l'avenir pourra évoluer et nous serons fiers de pouvoir participer à l'évolution du guide. Arnaud? Bah moi, enfin, tous les éléments qui prônent la qualité, une pérennité d'installation, je suis preneur, donc voilà. Et moi, vraiment, le guide Objectif Fibre le permet. Il y a vraiment tout, il est très détaillé, il est très documenté. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de systèmes de compréhension, et on n'est pas obligé d'être expert fibre pour comprendre ce qu'on doit faire, comment il faut le faire, et la bonne façon de le faire, et surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Jérémy, pour finir? Pour finir, je suis moi comme Polo, c'est une première pour nous. Mais ce que je constate depuis quelques années maintenant, c'est la force d'Objectif Fibre, c'est de pouvoir balayer tout l'écosystème. Autant les acteurs, les opérateurs, les installateurs, les institutions. Je crois que par rapport à l'ARCEP qui nous accompagne assez régulièrement sur ces sujets, il y a eu un éclairage de la part de l'ARCEP aussi au mois d'avril. Donc, je pense que c'est une grande force et qu'on va pouvoir arriver à pouvoir faire tout ce qu'on a dit, ces éclairages et mettre tout le monde d'accord autour de la table. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, on a deux questions qui reviennent finalement tout au long du fil de la discussion. C'est ce statut juridique des guides Objectif Fibre. Est-ce qu'on peut les référencer dans les contrats? Est-ce qu'ils sont opposables? Je ne sais pas si autour de la table, quelqu'un a des éléments de réponse. Et si on n'en a pas, bien. Vas-y Didier, je t'en prie. Oui, non. Alors, le fait qu'ils soient opposables et tout ça, bon, évidemment, d'un point de vue juridique, bon, voilà, ils ont été écrits, ils ont été co-signés, co-rédigés avec toutes les parties prenantes. Donc, on peut partir du principe que c'est des référentiels en la matière. La norme AFNOR se nourrit de ce qu'il y a dans ces guides-là. Donc, on fait la boucle. C'est-à-dire qu'on a vraiment un document qui a pour vocation de faire en sorte que tous les départements français soient construits de la même manière, que tous les acteurs qui interviennent sur ces colonnes montantes et autres réalisent les choses de la même manière. Donc, automatiquement, pour moi, ça me paraît voilà, le référentiel en la matière. Il y a une autre question, justement, qui fait que dire, et l'ARCEP, qu'est-ce qu'elle en pense? L'ARCEP co-rédige avec Objectif Fibre, fait partie des parties prenantes et des co-rédacteurs du contenu. Et dans les recommandations que fait l'ARCEP en la matière du neuf et tout ça, il dit allez voir les guides d'Objectif Fibre. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien ensemble pour dire que c'est la référence sur tous ces sujets-là. Donc, voilà. Donc, opposable, oui, il y en a qui le font, il y en a qui s'en servent. C'est pas du poker menteur. On part bien d'une solution où on voit bien les choses qui marchent bien, quoi. Jérémy, je vous en prie, si vous voulez compléter.
Ouais, j'avais juste un petit point à ajouter. C'est aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi se référer aux opérateurs qui sont sur le périmètre pour coller aussi à leur cahier des charges pour pas qu'on soit pour pas que le dossier soit refusé au moment de la livraison. Alors, je complète dans ce cas. Et c'est vrai que quand on lit le guide, chaque fois dans les premières recommandations, et donc C'est vrai. Julien Seri ne va pas nous contredire là-dessus, dans le processus d'accompagnement dès le permis de construire accordé, on lui dit, première chose à faire, rentrer en contact avec votre opérateur Tout à fait. d'infrastructure pour vérifier un certain nombre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas des stats, donc des spécifications propre à la région, au département, à la commune, dans l'Inde, pour pouvoir intégrer donc les petites choses qu'il pourrait y avoir à prendre en compte là-dessus. Donc ça, dans le processus, on le rappelle toutes les 10 pages, quoi. Toutes les 10 pages, on rappelle, attention, prenez contact là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un ensemble où c'est ensemble qu'on construit le réseau. C'est pas un réseau qui est imposé par une seule entité ou un seul opérateur, c'est un ensemble de parties prenantes qui ont décidé de faire un réseau homogène, interopérable, de la manière. Donc c'est vrai, tu as raison de le dire, mais en tout cas, ce côté de prendre en compte tout là, parce que c'est vrai que faire des choses et se dire à la fin, se voir refuser au dernier moment, parce que dire, ah ben non, c'est pas le bon truc, c'est pas le bon étiquetage et tout ça. Non, à tout moment, ça se construit ensemble. Ça se construit pas chacun de son côté, quoi. Alors, Nathalie, vous vouliez réagir aussi, parce que vous êtes clairement au cœur du sujet de prescription, je pense, et de vos contrats. Je rejoins Didier et je me retrouve dans son discours, c'est-à-dire que bien sûr les guides objectifs fibres sont un référentiel, mais on a des particularités locales, des particularités contractuelles qui font qu'en général, hein, c'est comme la loi est une limite, mais on peut toujours être mieux-disant. Donc, nous, ça nous embête un peu qu'on nous oppose des règles objectifs fibres quand nos règles contractuelles, et je pense notamment à nos relations avec nos entreprises ou nos délégants, sont mieux disantes. Voilà, donc je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la bonne matière. Ce sont des process, mais intégrons les particularités locales et surtout jouons groupé, c'est-à-dire que c'est une intelligence collective qu'on doit avoir et garder une adaptation nécessaire à l'usage en fait. Merci beaucoup et sur ce, je clôt cette table ronde pour passer, je remercie mes intervenants et pour passer finalement à cette avant-dernière séquence qui est ce regard croisé de deux opérateurs d'infrastructure sur les outils digitaux de terrain. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette avant-dernière séquence donc Samuel Andrieux, qui est directeur de la production client chez Altitude Infra. Donc, Altitude Infra, hein, qui va superviser notamment au quotidien le raccordement des clients finaux sur ces 26 réseaux d'initiatives publiques, ce qui représente environ 70 000 interventions mensuelles, avec à la fois les primo-raccordements ou le churn. Et puis, le regard croisé va se faire avec Yannick Fourdan, qui est lui directeur de soutien au RIP chez Orange Concession, donc une structure qui représente à terme 4,5 millions de prises. Et Yannick est notamment à l'origine de la mise en place de la procédure d'audit D3 au sein d'Orange Concession. Alors, ma première question pour ouvrir cette table ronde, pas très originale ce matin, hein, somme toute, puisque c'est de savoir comment, dans vos pratiques quotidiennes, vous utilisez les guides publiés par Objectifib et plus particulièrement notre application FTTH Mode Emploi. La parole est à Samuel. Merci Anne-Sophie et bonjour à tous. Donc effectivement, nous, notre préoccupation excusez-moi par avance, mais je vais avoir un petit prisme dans mon propos, puisque je suis principalement dans la filiale ou la structure exploitation d'Altitude Infra. Et donc notre préoccupation, c'est bien de pouvoir exploiter les réseaux sur la durée des concessions, hein, donc sur 20 ou 30 ans.
Et les actes, notamment les raccordements, puisque finalement c'est un petit peu la partie dont je m'occupe, doivent se faire avec un niveau de qualité élevé. Aujourd'hui, c'est 99% des raccordements, ils sont sous-traités aux opérateurs commerciaux qui eux-mêmes sous-traitent à des entreprises et des techniciens, des intégrateurs. Et c'est ces entités-là qui sont les premières utilisatrices du guide. Donc c'est un élément de référence. Donc nous, on aime bien que effectivement ce guide-là soit diffusé et utilisé par un maximum d'intervenants sur nos réseaux, parce que ça rappelle forcément les bonnes pratiques. C'est un peu un référentiel sur lequel vont pouvoir s'appuyer les techniciens pour réaliser les prestations qu'on leur confie. Et ça doit amener effectivement à faire des raccordements de qualité. Là, le petit plus, effectivement, cette année, bah, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un accès à travers une appli. Donc ça, on le voit vraiment comme un aspect positif, puisque finalement, aujourd'hui, c'est un peu utopique de penser que les techniciens se baladent avec des dictionnaires de spécifications techniques, de guides objectifs fibres dans les différentes versions, les différentes évolutions qu'il y a pu y avoir. Et là, au moins, ça leur permet d'avoir un accès direct à la bonne information, celle qui leur permettent de réaliser des raccordements de qualité. Ça nous paraît hyper essentiel, en fait. Merci. Même question pour vous, Yannick Fourdan. Bonjour à tous. Non, bah, je partage ce qui vient d'être dit. C'est vrai que l'appli FTTH mode d'emploi est d'abord destinée aux installateurs aménageurs, et nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure, on doit avoir une forte attente envers eux et la reconnaissance des bonnes pratiques qui sont bien résumées dans ce guide. De mon côté, j'ai aussi l'application sur mon portable, et j'ai demandé à nos auditeurs de l'installer également, puisque les audits, c'est une prestation qu'on sous-traite à 3 sociétés. On a un peu plus de 50 auditeurs qui interviennent sur une vingtaine de réseaux d'initiatives publiques. On a réalisé depuis le début de l'année 43 000 audits, et on devrait atterrir à peu près à 50 000 audits sur l'année 2025, ce qui représente entre 5 et 10% des nouveaux raccordements qui sont réalisés sur nos réseaux. Et voilà, dans l'application, on a une quarantaine de points de contrôle qui est demandé aux auditeurs en fonction de la typologie. Et si jamais ils ont un doute sur le fait d'identifier une malfaçon ou pas, on leur demande de se rapporter à ce guide qui fait aussi qui fait foi sur les bonnes pratiques à utiliser, à mettre en œuvre. Merci pour ces premiers retours. En complément de l'application FTTH mode d'emploi, vous avez voilà, dans vos sociétés aussi forcément la vague de digitalisation qui est en cours. Et comment pour vous, ces outils digitaux, justement, ils viennent vous aider dans l'amélioration de la qualité des racos? Peut-être la parole à Yannick? En complément de l'analyse de l'intelligence artificielle sur les comptes rendus d'intervention photo, nous, on utilise une application qui s'appelle AuditTab. C'est une application dans laquelle on injecte toutes les données techniques des raccordements réalisés le mois précédent. Donc ça va des adresses, des armoires de rue, des boîtiers de raccordement, des clients finaux, des routes optiques à utiliser. Et voilà, on demande à nos auditeurs, pour chacun de ces points de contrôle, d'identifier la conformité ou pas. Donc ça peut aller du respect de la route optique, qui est un point très technique, jusqu'à la propreté du site après leur départ. C'est une application qui est en temps réel, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur audit. À la fin de l'audit, ils vont synchroniser l'outil, et ça envoie une note de malfaçon, une notification de malfaçon à l'opérateur commercial concerné pour lui demander de faire la reprise de sa malfaçon. Et dans 70% des cas, on a un retour positif de l'opérateur commercial concerné.
Merci. Même question pour Samuel Andrieux. Donc, un enjeu de la fibre, on l'a dit là tout au long là, du webinaire, hein, c'est pouvoir réussir à raccorder tous les logements sur le territoire français. Donc, c'est réaliser des volumes avec qualité. D'accord? Et le constat qu'on peut partager, hein, bah, c'est qu'en fait, on est incapable tous, opérateurs d'infra, opérateurs commerciaux, d'aller recéter tous les raccordements qui sont réalisés. Donc, de ce point de vue-là, nous, on pense que euh, la clé, c'est comment effectivement on contrôle les opérations qui ont lieu sur le terrain. Donc, le guide, lui, c'est un peu la base du référentiel, ça explique comment faire des raccords corrects. Et après, c'est malgré tout comment on les contrôle. Et pour ça, nous, on a beaucoup contribué aux travaux de la filière sur la mise à disposition de CRI photos à l'issue de chaque raccordement pour permettre de contrôler qu'à minima, les routes optiques sont respectées, les infrastructures sont remis en ordre, ou les raccordements sont bien faits sur les points techniques de l'opérateur d'infra. Donc là-dessus, le bilan il est plutôt satisfaisant, c'est-à-dire que les opérateurs se sont mis en ordre de marche là, pour pouvoir progresser sur le sujet. Maintenant, on a des CRI à chaque raccordement, donc des photos, hein. Ces photos sont plutôt de qualité, donc ça, c'est plutôt pas mal. L'autre enjeu après ça, c'est avoir des photos, c'est bien. Maintenant, il faut éviter de faire de malfaçons ou des anomalies. Et donc, à travers les outils digitaux, nous, on croit beaucoup au contrôle à chaud de la qualité ou d'exécution du raccordement par le technicien, notamment sur les points techniques, afin de pouvoir détecter les anomalies et éviter de nous envoyer des photos avec des anomalies, parce que c'est vraiment pas ce qu'on recherche en fait. Donc ça, on pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Beaucoup d'opérateurs commerciaux s'y sont mis. Et aujourd'hui, certains techniciens ont dans leurs applis de raccordement des outils d'IA qui leur disent bah, t'as bien fait ou t'as bien fait en fonction des photos qu'ils prennent sur le terrain. Merci pour ces éclairages très concrets, effectivement, de comment aussi ce digital va aider au quotidien à améliorer la qualité des racos. Pour finir, je pense qu'il pourrait être intéressant de se remettre cette question qui est notre petit top 3 des anomalies encore les plus fréquentes observées sur le terrain. Je pense que quand vous n'aurez plus rien à dire, Objectif ne sera plus là, mais que pour l'instant, on a encore des top 3. Alors, ce qui est bien, c'est que finalement, on progresse puisque c'est plus toujours les mêmes questions. Mais du coup, voilà, je voulais vous entendre pour vous, justement, qui êtes au quotidien sur ces retours qualité, quels sont encore les top 3 des anomalies? Parole à Yannick. Si je devais en retenir 3, ça serait effectivement le manque d'étiquetage du cap client pour le repérer ou un étiquetage pas conforme, parce que dans le cadre d'une intervention de maintenance, si le cap n'est pas identifié, le cap client, ça peut compliquer l'intervention. Le respect des routes optiques ensuite, parce que si la route optique initiale n'a pas été respectée, que le technicien a utilisé une autre fibre optique, il y a le risque potentiellement que nous, on réattribue cette fibre à un nouveau client. Et derrière, c'est un jeu de ping-pong parce qu'un client va être déconnecté pour en reconnecter un autre. Et puis, on a toujours ce problème dans les armoires de rue, le passage des jarretières, où on se retrouve par moment avec ce qu'on appelle des plats de nouilles. Toujours de la même manière, dans le cadre d'une maintenance, c'est très compliqué d'identifier les clients concernés. Voilà, si je devais en retenir 3. Merci beaucoup. Même question pour Samuel Andrieux. Alors ça va être un petit peu redondant avec ce que dit Yannick, mais malgré tout, je vais quand même rajouter un point à la fin. Dans le top 3, il y a ce qui est visible et finalement ce qui est pas visible. Donc, dans ce qui est visible, effectivement, les anomalies OPM, les fameux plats de nouilles, parce que ça, c'est effectivement ce qui irrite tout le monde. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi toutes les difficultés sur les PBO. Souvent, les PBO, ils sont dans les chambres ou en haut des poteaux ou des appuis, donc on ne les voit pas forcément. Nous, on a de plus en plus de situations où PM, PBO finalement, font partie de l'infrastructure de l'opérateur d'infra,
se dégrade et se dégrade assez rapidement. On en remplace beaucoup, on fait beaucoup de remises en conformité et ça ne fait que s'accentuer. Donc, premier point. Deuxième point, il y a ce qui n'est pas visible. Et ça, Yannick a cité un cas, effectivement, quand le technicien, alors pour une raison que je ne vais pas qualifier ici, hein, des fois il peut y avoir des bonnes raisons de son point de vue, nous on trouve que c'est jamais forcément satisfaisant, mais le sujet effectivement donc, de tout ce qui est décalage de référentiel par rapport au terrain, donc par exemple les routes optiques non respectées, qui peut être je ne pars pas du bon PBO ou je n'utilise pas la bonne fibre, je pose pas la prise au bon endroit par rapport à la commande passée, donc qui crée des décalages dans les référentiels entre OIOC sur les emplacements des prises. C'est vraiment des sujets qui sont encore très prégnants et qui sont très préoccupants pour la filière. Enfin, tout ce qui est mal fait aujourd'hui, tous les décalages qui sont mal faits, enfin qui sont réalisés aujourd'hui consciemment ou inconsciemment par les différents acteurs, ce sont nos problèmes de demain. Ça c'est clair. Enfin, on le voit déjà, hein. Aujourd'hui, on est en train de traiter des problèmes d'hier ou d'avant-hier, et si on n'arrive pas à couper les robinets, ben en fait, ça va continuer sans arrêt, et à la fin, on va vraiment arriver devant de vraies difficultés pour arriver à raccorder les derniers abonnés qui n'auront rien demandé, eux, pour le coup. Ils seront un petit peu spectateurs de la situation, mais on aura des vraies situations critiques pour pouvoir dénouer finalement tout ce qui a été mal fait par le passé et qu'il faut remettre dans le bon ordre. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, on n'avait pas parlé, Anne-Sophie, lors de la préparation, mais ça m'est venu en tête parce qu'on y est confronté aujourd'hui. Et je pense qu'autour de la table, on est pas mal de monde à travers toute la France, sur différents territoires. Il y a un point qui passe un petit peu sous les radars actuellement, et notamment dans ce que j'ai appelé aujourd'hui un petit peu des exigences de contrôle, hein. Ce sont les cheminements des câbles, donc des câbles de raccordement, hein. Alors, quand ils sont dans les chambres, pas de problème, on ne les voit pas trop, etc. La grosse préoccupation, et moi, mon cœur saigne quand je vois on passe dans certains centres-villes historiques, où on voit des câbles passer donc en façade, donc le cheminement façade, un petit peu n'importe comment, voire sans avoir visiblement ouvert le guide Objectif Fibre pour le technicien qui l'a fait. Et ça, c'est un vrai sujet. On voit, enfin, la France, c'est un patrimoine exceptionnel. Et aujourd'hui, on passe dans certains centres-villes historiques où, franchement, il ne faut pas lever la tête, quoi. Parce qu'on est un peu horrifié par ce qui se passe. Et ça, c'est un petit peu un biais aujourd'hui de nos process, hein, ou de enfin, nos contrôles, ou de tout ce qui a été un petit peu mis en place. Ben, en fait, c'est pas forcément des sujets qu'on regarde de trop. On n'y est pas attentionné. Tout à l'heure, je faisais référence au CRI photo pour contrôler la qualité des raccords. Ben, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de photos des cheminements des câbles réalisés à l'issue de chaque raccordement. Et donc, on découvre a posteriori. Et aujourd'hui, le sujet, et je le dis pour que chacun je profite de cette tribune en fait, hein, pour sensibiliser un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, les collectivités locales, et en premier lieu les mairies, hein, forcément, puisque c'est elles qui sont les premiers chefs concernés, commencent à remonter ce sujet dans les différentes instances, auprès de l'ARCEP notamment, en disant, mais venez voir sur le terrain et vous allez voir comment sont faits les raccordements en façade dans des centres-villes historiques avec du patrimoine, etc. Franchement, c'est vraiment inquiétant et il faut vraiment mettre la barre, redresser la barre et se remettre au bon niveau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ok. Ça vient conforter notre liste de courses pour 2026. On est loin d'avoir fini effectivement ces enjeux. Moi, je retiens quand même de votre top 3. On a quand même réglé un certain nombre de choses et qu'on vient de plus en plus finalement sur des enjeux de qualité pour effectivement l'exploitation aussi du réseau et sa tenue dans le temps. Donc c'est quand même aussi des bonnes nouvelles de voir que nos problèmes d'hier ne sont pas forcément les problèmes d'aujourd'hui. En tout cas, pour certains, ne sont plus forcément là et qu'un certain nombre d'éléments ont été intégrés dans les bonnes pratiques. Merci à vous deux à nouveau. Et puis, je rends la parole à notre président Marc pour le mot de la fin.
Écoutez, merci. Merci Anne-Sophie, merci madame et messieurs pour la table ronde et l'échange des regards croisés. Écoutez, moi j'ai trouvé très riche toutes les interventions. J'ai pris beaucoup de notes sur ce qu'il faudrait qu'Objectif Fibre fasse dans les années à venir, hein. Je rappelle un peu l'esprit de notre plateforme. Nous, on est au service de la filière. Donc tout ce qu'on fait avec vous et pour vous, c'est pour faire en sorte que tous les défauts dont Samuel et Yannick ont parlé il y a quelques minutes, tous ces livrables, tous ces travaux sont faits pour éviter autant que faire se peut que ce soit mal fait du premier coup. Comme vous l'avez dit, Samuel, le problème, c'est s'il faut reprendre, ça aura un coût, ça aura un coût financier, ça aura un coût d'image. Donc voilà, notre credo, si j'ose dire, c'est vraiment comment on peut vous aider, comment on peut s'aider mutuellement pour faire bien du premier coup. Ça, c'est absolument fondamental. Ça a toujours été ce qui a guidé nos travaux. Donc évidemment, nous allons continuer ces travaux. On va les continuer avec vous. Moi, j'ai bien noté tous les points qui ont été relevés, notamment dans la table ronde, sur peut-être faire évoluer un peu nos livrables pour avoir peut-être des documents un peu plus percutants, qui sont plus spécifiques sur des points particuliers, qui permettraient aussi de démultiplier les messages. Et ça, il faudra qu'on le fasse avec vous, hein. Nous, on travaille sur des sujets techniques, mais c'est très important qu'on ait des remontées sur les sujets à aborder. Et j'ai beaucoup aimé les derniers instants, les derniers mots de regard croisé entre Orange Concession et Altitude sur les quelques irritants qui ont été relevés, parce que c'est ce genre de sujet sur lequel nous, on va pouvoir mettre nos moyens pour vraiment aller viser les problèmes ponctuels. Donc, nos guides aujourd'hui couvrent la très grande majorité des cas, hein, on l'a répété. Donc effectivement, moi j'ai bien pris bonne note de l'évolution qu'il faudrait qu'on apporte à nos travaux, hein, toujours dans la même exigence de qualité, mais de faire quelque chose de plus ciblé pour traiter les problèmes ponctuels. Ça sera, je pense, des bons compléments à nos guides qui avaient de toute façon vocation, je le rappelle au départ, hein, quand Objectif Fibre a été créé, la vocation de ces guides, c'était de rappeler le cadre réglementaire, de rappeler le cadre opérationnel du déploiement du plan France Très Haut Débit, hein, qui n'est pas simple entre ZTD, zone AMI, zone RIP. Donc effectivement, il y a dans nos guides toujours une tentative d'explication, de vulgarisation entre guillemets de la façon dont ce réseau FTTH doit être déployé. Donc maintenant, je vous remercie parce que c'est très important d'avoir ces échanges avec vous pour voir où est-ce qu'il va falloir que nos travaux, dans quelle direction nos travaux vont aller. Donc, merci infiniment. Merci pour la qualité de vos interventions. Merci pour ceux dont c'était la première. Donc, Paolo, ça s'est bien passé finalement. Voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. On a été jusqu'à un peu plus de 180 personnes. Donc merci à vous d'avoir pris de votre temps pour découvrir cette appli, pour ceux qui ne la connaissaient pas, et puis pour écouter un peu tous les messages forts des intervenants. Merci Anne-Sophie pour avoir animé ces 2 temps de parole. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans cet exercice. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée. Nous allons répondre à toutes les questions, tous les commentaires auxquels on n'a pas eu le temps de répondre pendant la session. Donc, on répondra à toutes vos questions. Et puis, je vous rappelle que sur le site Objectify, vous avez une boîte contact aussi qui vous permet de nous faire part de vos commentaires, de vos questions. On essaye d'y répondre de façon assez régulière. Et n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, nos travaux se nourrissent de vos réflexions. Donc, si vous avez des sujets, si vous avez des points, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. On ne travaille pas pour nous, on travaille pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos demandes, même les plus farfelues, on les regardera. Voilà. Je vous remercie, on a tenu le timing, donc c'est parfait. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à 2026.